À qui profite ce cessez-le-feu? On en débat tout de suite avec Anne-Sophie Seban-Bécage. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directrice de l'American Jewish Committee Paris et docteur en géopolitique. Emmanuel Dupuis, bonsoir et bienvenue. Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et enseignant en géopolitique. Anthony Bélanger, bonsoir et bienvenue. Vous êtes éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales. Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. Je vous pose la question générale pour commencer. Anne-Sophie Seban-Bécage, à qui profite cette séquence, ce cessez-le-feu? Plus à Israël, plus au Hezbollah? Je pense aux deux. Je pense que ce cessez-le-feu, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, je pense que ça profite davantage à Israël dans la mesure où il me semble qu'il y a ça signe la défaite du Hezbollah. C'est quand même une défaite assez historique sur le plan militaire. Israël dit avoir largement, voire surpassé ses objectifs militaires. Donc, les capacités militaires du Hezbollah ont été détruites en grande partie, et ça profite évidemment aux populations de part et d'autre qui vont pouvoir, on l'espère, regagner ces régions avec beaucoup de précautions, puisque c'est un cessez-le-feu de 2 mois qui a quand même le risque d'incidents et d'un embrasement qui puisse être redéclenché si le cessez-le-feu n'est pas respecté. D'ailleurs, dès aujourd'hui, il y a eu déjà des premières violations par le Hezbollah, mais je pense que c'est quand même une bonne nouvelle et qu'il faut la saluer. Pourquoi maintenant, Emmanuel Dupuis? Peut-être parce que Benyamin Netanyahou a atteint un premier objectif de guerre? Ça a été mentionné. Je serais peut-être moins certain que la quasi-totalité des dispositifs militaires du Hezbollah a été atteint, mais enfin 30 à 40%. Oui, on y reviendra en détail selon les chiffres, mais c'est déjà évidemment une victoire en soi. La première chose, c'est évidemment la temporalité. Ça fait plusieurs mois que ces négociations ont lieu. Ça fait plusieurs semaines que le président Biden a besoin de cela pour rehausser un maigre bilan en matière de politique étrangère, au moins au Moyen-Orient. Je rappelle que son négociateur Amos Hochstein a fait moult allers-retours et qu'il est revenu souvent bredouille de ces négociations au Liban, avec un ton un peu comminatoire, en disant qu'il fallait que ce soit les Libanais qui fassent le premier pas, c'est-à-dire dé-hezbolliser la vie politique libanaise. Donc on est tous conscients ici que ce cessez-le-feu va surtout bénéficier aux populations civiles, qui vont chacun pouvoir revenir dans leur territoire. Les quelques 70 000 Israéliens qui étaient sous le joug possible de l'envoi régulier des missiles et des roquettes, qui demeurent évidemment une menace, et puis les quelques 1,4 million de Libanais qui ont dû passer de l'autre côté du fleuve Litanie. Donc il faut se réjouir de cela. Deuxièmement, il faut aussi avoir à l'esprit que ce cessez-le-feu est très fragile. Vous l'avez mentionné, il a été mis en place à 4 h du matin, il y a déjà quelques escarmouches et déjà quelques-uns qui disent que ça ne va pas forcément durer très longtemps, mais en même temps, ça signifie qu'il y a une volonté, au moins sur le flanc libanais, à contrario du front gazaoui, d'aller vite. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et évidemment, ça ouvre potentiellement une nouvelle page pour l'histoire politique libanaise, et on aura un large chapitre consacré à cette question. Cessez-le-feu fragile, Anthony Bélanger. Alors effectivement, quel degré de violation, enfin vous voyez, qu'est-ce qui pourrait y mettre fin d'une certaine façon? À quel point est-il fragile? Pour l'instant, les deux parties ont vraiment besoin de ce cessez-le-feu. Tout simplement parce que le front libanais est un front secondaire pour Israël, qui a besoin de se concentrer. Le vrai front libanais, le vrai front contre le Hezbollah, c'est l'Iran. Et ça, c'est une bataille à mener dans les 2 ou 3 mois qui viennent, quand Donald Trump sera arrivé au pouvoir et quand on discutera sérieusement de ce qu'il faut faire avec les installations militaires de l'Iran, les installations nucléaires notamment. Le vrai front, la vraie guerre en fait, que conduit en ce moment Israël, c'est clairement à Gaza. En nombre de morts, en investissement en hommes et en réservistes mis, en temps. C'est la guerre la plus longue jamais conduite par Israël. C'est la guerre la plus meurtrière jamais conduite par Israël. Elle double même le nombre de morts de toutes les guerres précédentes israéliennes. Donc on voit bien que la priorité de Netanyahou n'était pas forcément d'entrer au Liban. Il n'y a rien à gagner au Liban, absolument rien. Il n'y a que des baffes à prendre. C'est-à-dire que la dernière fois chaque fois qu'Israël s'est aventuré au Liban, ils ont dû se retirer en 2000, ils ont dû affronter le Hezbollah en 2006, c'était mal passé. Donc Benyamin Netanyahou est suffisamment intelligent pour savoir qu'il n'y a rien à y gagner. Donc on offre grosso modo un win à l'administration américaine, on lui donne un faire-part de décès d'une certaine manière. On lui donne ensuite 60 jours, on se donne ensuite 60 jours pour vérifier. 60 jours, ça tombe quand à votre avis?
Juste avant le 20 janvier. Juste avant le 20 janvier, Oui. c'est incroyable quand Donc même. ça peut permettre à Donald Trump D'avoir un peu de cet accord aussi. Bon, Alors, on en reparlera de ça, mais je voudrais quand même entendre, on en a eu un extrait dans notre sujet d'ouverture, la réaction du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui justifie sa décision. Alors pourquoi mettre en place un cessez-le-feu maintenant? D'abord, pour se concentrer sur la menace iranienne, et je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais aussi pour séparer les fronts et isoler le Hamas. Depuis le deuxième jour de la guerre, le Hamas compte sur le Hezbollah pour combattre à ses côtés. Lorsque le Hezbollah est hors jeu, le Hamas se retrouve seul à Gaza. Notre pression va s'intensifier et cela contribuera à la mission sacrée de libérer nos otages. Et dans cette prise de parole, Benjamin Netanyahou disait aussi vouloir laisser à son armée le temps de reconstituer ses forces. Emmanuel Dupuis, à quel point les soldats israéliens sont marqués par ces bientôt 14 mois de guerre? Déjà, ils ont subi quelques victimes. On parle de plus de 170 victimes, 157 précisément, avec un nombre important aussi de blessés. Évidemment, le Hezbollah n'est pas en reste aussi. Donc il y a aussi une lassitude, comme l'a dit Anthony, de part et d'autre. Les Israéliens ont parfaitement compris, enfin les forces armées israéliennes ont parfaitement compris qu'on rentre dans une période qui est tout aussi dangereuse, dans le sens où si le Hezbollah veut mener des attaques, il va mener des attaques contre des soldats israéliens qui ne sortiront pas de leur camp, et donc ça ressemble un peu à ce que nous avons vécu en Afghanistan, avec le harcèlement à travers la guérilla. Je rappelle que le Hezbollah est, entre guillemets, chez lui, au sud du fleuve Litani, c'est-à-dire sur une zone de 30 km, avec des zones très enclavées, dans lesquelles on peut sortir des roquettes Grad très facilement, à 1 ou 2 kilomètres de distance, et donc ensuite se réfugier dans des tunnels qui ne sont pas seulement dans les villages, les forces armées israéliennes ont investi les villages, nettement moins les montagnes. Donc le risque d'une grande intensité de combat de type guérilla est une menace pour les troupes israéliennes qui sont aussi exsangues que le Hezbollah. On ne va pas se féliciter que le Hezbollah ne soit pas totalement, évidemment, soit encore en capacité d'agir. Mais en tout cas, il y a un autre élément dans tout cela, ça a été rappelé par le Premier ministre israélien, c'est que les forces israéliennes ont besoin de se concentrer de plus en plus vers le sud, car il y a une intensification possible, un retour du Hamas, et de ce point de vue, enfin, de retour de la dangerosité du Hamas. Et puis, il faut avoir aussi à l'esprit que ce cessez-le-feu ne règle pas tous les problèmes. Anthony l'a rappelé de nouveau, il y a encore même toujours 25 000 gardiens de la Révolution qui sont en Syrie, pouvant potentiellement... Donc des gardiens de la Révolution iraniens en Syrie. En contrebas du plateau du Golan, occupé par l'État d'Israël depuis 1967, ainsi que les fermes de Sheba, territoire libanais qui a ensuite été réattribué en territoire syrien, qu'occupe aussi l'État d'Israël. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que ce cessez-le-feu ne règle pas le transit d'armes de la Syrie vers le Liban. Premier point, il n'en parle pas. Et puis surtout, je reprends ce qu'a dit j'essaie d'analyser ce qu'a dit le Premier ministre israélien. La concentration des forces israéliennes vis-à-vis du Hamas n'empêchera sans doute pas d'autres proxys, comme on dit, de réagir. Et des proxys, ce sont des alliés de l'Iran. On a fait beaucoup de débats sur cette région depuis plus d'un an. Je pense que le terme est connu de nos téléspectateurs, mais je le rappelle. C'est important parce que le Premier ministre israélien rappelle qu'effectivement, il faut casser l'axe de la résistance entre le Hamas et le Hezbollah. Par contre, les Houthis, pour l'instant, ils ne sont pas impliqués par ce cessez-le-feu. Ils pourraient reprendre l'initiative. Oui. Vous vouliez intervenir. Oui, simplement pour ajouter comme élément d'analyse, pour comprendre pourquoi cette guerre elle est plus courte, c'est aussi qu'Israël se prépare depuis des années à cette guerre face au Hezbollah. Alors que pour le coup, la menace du Hamas avait été totalement mise de côté. Israël n'était pas du tout prêt à cette attaque du 7 octobre, ni à la riposte qui allait suivre derrière. En revanche, pour le Hezbollah, et c'est ce qui explique la rapidité et le fait qu'aujourd'hui Israël dise qu'effectivement leurs objectifs militaires ont été surpassé, il y avait un niveau de renseignement israélien sur le Hezbollah et sur le sud du Liban qui était phénoménal. On l'a vu avec l'attaque notamment des Beepers et des Talkie-Walkie. Exactement. Et donc une guerre aussi plus efficace. Et rappelez aussi que dans les paramètres du cessez-le-feu, il y a l'idée aussi qu'à chaque endroit où l'armée israélienne va se retirer, l'idée, c'est de renforcer l'armée libanaise et de faire entrer l'armée libanaise. Mais ça, c'est un enjeu qui est clé
L'autre enjeu qui est clé, c'est celui de la FINUL, dont on avait parlé. On va en parler. De renforcer les capacités de la FINUL, sans quoi cet accord ne pourra pas non plus être opérationnel. Je vous redonne la parole je vous donne la parole dans un instant, mais vous avez les uns et les autres évoqué l'état d'affaiblissement du Hezbollah, et je voudrais qu'on prenne le temps de l'analyser, de l'évaluer, et Fanny Veil va nous rejoindre tout de suite pour en parler. Bonsoir Fanny. On rappelle d'abord que le Hezbollah était l'un des groupes terroristes les mieux armés au monde. Oui, d'après les renseignements américains, le Hezbollah pouvait compter, il y a encore quelques mois en tout cas, sur au moins 50 000 combattants, 20 000 employés à plein temps. Les autres étaient en quelque sorte des réservistes. 2500 appartiendraient aussi à la force Radwan, une unité d'élite du Hezbollah qui a combattu en Syrie. D'après les derniers chiffres, le Hezbollah serait aussi doté d'un important arsenal, 150 000 missiles et roquettes d'après les renseignements américains, 20 000 d'après l'Institut israélien pour les études de sécurité. On parle de missiles balistiques, dont certains d'ailleurs seraient capables de frapper le sol israélien, de missiles de défense antiaérienne, de drones aussi, des armes qui seraient pour la plupart fournies par l'allié du Hezbollah, l'Iran, mais aussi en plus petite quantité par la Syrie. Et alors là, ça devient un peu plus compliqué. Que sait-on des pertes subies par le Hezbollah depuis le début des affrontements contre Israël ? Eh bien, d'après l'Institut d'études de sécurité nationale de l'Université de Tel Aviv, qui est très proche de l'establishment militaire, le Hezbollah aurait perdu près de 2500 combattants. En tout cas, ce sont les derniers chiffres. Des milliers seraient également blessés. Surtout, des figures du commandement du Hezbollah ont été tuées. D'abord, cet été, souvenez-vous, le haut commandant militaire, Fouad Chokr. Et puis, il y a 2 mois, le secrétaire général du groupe, Hassan Nasrallah. Et puis, parmi les autres chefs tués, on peut citer Ibrahim Akil, chef des opérations militaires et de la force Radwan, Nabil Kaouk, chef du conseil exécutif du groupe, ou encore Ibrahim Kobesi, commandant chargé des missiles. Oui, et puis alors on le disait, vous disiez 150 000 roquettes et missiles selon les renseignements américains, 200 000 d'après Israël. Que sait-on des pertes matérielles ? Et là, c'est encore plus flou parce qu'il y a très peu de chiffres qui filtrent. Un diplomate occidental installé au Moyen-Orient a déclaré à nos confrères de l'agence Reuters que le Hezbollah aurait perdu entre 20 et 25% de ses capacités en termes de missiles. Mais Israël clame de son côté que 80% des capacités du Hezbollah seraient détruites. Le pays revendique des frappes contre ses stocks d'armes et d'importantes saisies de lance-roquettes, de véhicules équipés de mitrailleuses, missiles anti-chars, de fusils, etc. En tout cas, il est très difficile d'y voir vraiment clair. Merci beaucoup, Fanny. Alors justement, grâce à nos invités, on va essayer d'y voir un peu plus clair là-dessus. Emmanuel Dupuis, on imagine que si Israël décide d'un cessez-le-feu, c'est que Benyamin Netanyahou, son cabinet de guerre, juge que le Hezbollah est suffisamment affaibli, même si on n'a pas de chiffres officiels ou de chiffres précis. Non, mais vos chiffres, enfin les chiffres qui ont été donnés sont plus ou moins ceux sur lesquels nous travaillons tous. Évidemment, on n'a pas la certitude absolue. Oui. Moi, j'ai, selon des chiffres venus de collègues du Liban, 30 à 40%. Mais bon, c'est pas très important finalement. Oui. Ce qui est très important, c'est la perte du leadership. Parce que autant les soldats, s'ils n'ont pas de commandement et s'ils n'ont pas d'ordre précis, ils sont désorganisés. Il y a bien 2 fronts. Hein. Il y a le front du leadership à Beyrouth, ça a été évoqué, avec une succession de frappes. Nasrallah, Hachedine, et peut-être demain, Hassan Hachedine, qui est le... Safieddine, j'y arrive, le successeur, qui lui aussi a été frappé quelques semaines plus tard. Et il est possible que Naïm Qassem, qui est celui qui a déclaré que le Hezbollah était évidemment prêt à signer cet accord, craignent aussi pour sa vie. Donc, pour l'instant, l'Israël n'aurait pas intérêt à le faire, mais disons qu'il y a 2 fronts. Hein. Il y a le leadership qui a été éradiqué le 17 septembre dernier avec l'attaque des beepers et puis des téléphones portables et des talkie-walkie, et le sud. Et donc, de ce point de vue, l'État israélien a placé des hommes le long de la frontière sur 3 ou 4 kilomètres, ce qui lui donne une profondeur stratégique suffisante pour protéger et assurer le retour de la population. Alors après, il y a effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, l'application de la résolution 1701, celle qui déjà depuis août 2006 indiquait précisément les 13 points. En fait, pour résumer, hein, les 13 points de cet accord ressemblent quand même beaucoup aux exigences qu'on a depuis 20 ans. La première résolution, ça date de 2000, puis 2004 et 2006. Restons-en juste à la résolution 1701 qui est bien connue, le désarmement des milices, le retour de l'armée libanaise, la ingérence dans les affaires intérieures de quiconque, la Syrie, le Liban et Israël, et bien évidemment la FINUL, on va y revenir, qui doit assurer, comme son nom l'indique, une interposition. On en est très loin aujourd'hui, Mathieu. J'ai juste une question. Dans ce contexte, que vaut une signature du Hezbollah, à la fois de la personne qui l'a signé, et puis il faut rappeler que c'est un groupe qu'on présente
en France comme un groupe terroriste, une organisation terroriste, mais qui est aussi un groupe politique au Liban, qui joue un rôle. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut, une signature Que vaut la signature d'Israël aussi. C'est-à-dire qu'Israël est déjà prévenu que la moindre violation, qu'elle considérait, elle, comme une violation de cet accord, serait immédiatement suivie d'une de frappe. Donc on peut imaginer... Oui, mais ce que veut dire Mathieu, c'est dans un groupe en déconfiture, elle vaut l'ensemble de ses intérêts. Elle vaut l'ensemble de ses intérêts. C'est-à-dire que le Hezbollah, en ce moment, a intérêt à reprendre son souffle, à se reconstruire, à montrer aux Libanais qu'ils peuvent quand même obtenir, qu'ils sont quand même de rang international au point d'obtenir un accord avec d'autres belligérants. C'est donc à se requalifier. Et puis surtout, ils ont un petit souci. C'est-à-dire que, selon la presse américaine et israélienne, les Russes ont visité Israël il y a 2 semaines. Notamment pour discuter du passage des armes de Syrie au Liban. C'est-à-dire que les Russes pourraient se servir de contrôler en fait les armes. C'est les seuls qui peuvent le faire. Et c'est les seuls qui peuvent le faire. Et donc ils pourraient tarir cette source d'armes pour le Exactement. Hezbollah. Donc il y a un vrai danger pour le Hezbollah à faire autre chose que de la diplomatie et de... Voilà. Anne-Sophie Sebhan-Bekach, le Hezbollah est-il moins soutenu par l'Iran aujourd'hui? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Je pense pas que le Hezbollah soit moins soutenu par l'Iran aujourd'hui. Je pense en revanche que le Hezbollah est affaibli comme acteur politique au Liban. Ça c'est sûr. Je pense que l'atout principal du Hezbollah sur la scène politique libanaise, c'était de dire nous sommes les seuls à pouvoir résister face à Israël. La preuve en est que non, que plus vraiment, étant donné cette défaite. Et la suite nous dira quelle place ils continueront à jouer. C'est pour ça que la signature, pour moi, du Hezbollah, elle veut aussi dire qu'aujourd'hui, les autres acteurs politiques libanais ont eu la capacité à faire une pression suffisante sur le Hezbollah pour qu'il signe ce type d'accord. Et l'avenir nous dira à quel point le Hezbollah sera marginalisé aussi de la scène politique libanaise. Ça, c'est ce dont rêve toute la classe politique israélienne. Et une partie de la classe politique libanaise d'ailleurs aussi, notamment les chrétiens qui ont toujours été... Mais on est vraiment très très loin, il y a très loin la coupe aux lèvres. Emmanuel Dupuis, vous voulez intervenir? Parce que si je pose la question sur l'Iran, c'est évidemment que la reconstitution des capacités de mur du Hezbollah, elle dépend d'abord de l'Iran. Je n'irai pas jusqu'à dire que le Liban a lâché le Hezbollah, mais je dirais que le changement de paradigme en Iran est aussi une réalité. C'est que les gardiens de la révolution ont pris un poids beaucoup plus important avec l'arrivée du président Pachékian qui pèse plus rien, et que d'une certaine façon, l'état de santé et la fébrilité du guide suprême rend les Pasdaran maîtres sur toute la politique étrangère, occidentale et orientale, c'est-à-dire vers le Moyen-Orient et également vers l'Asie du Sud. Ça veut dire que le Hezbollah a perdu aussi une légitimité, j'allais dire, cléricale. Souvenons-nous-en, c'est bien un leader spirituel. Enfin, Nasrallah est un leader spirituel. Donc il y a ces dimensions-là. Mais je crois aussi qu'il y a effectivement le fait que d'autres acteurs comme la Russie vont rentrer dans la logique pour, oui ou non, abonder dans cette négociation. Et c'est là où on en revient à la politique américaine. Les Russes pourraient faire ce cadeau à Donald Trump. Ils ne sont pas prêts à faire aujourd'hui à Joe Biden. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des escarmouches jusqu'à l'arrivée du président et qu'ensuite le président dise « c'est grâce à moi que le nouveau Moyen-Orient », le Premier ministre a utilisé cette formule à moult reprises, soit une réalité, puisque son rêve, le rêve de Donald Trump, et je termine, c'est de poursuivre là où il s'était arrêté. Les accords d'Abraham et le deal du siècle avec les Palestiniens. Mais en vous entendant parler d'Hassan Nasrallah, alors c'est peut-être une question, et je l'assume totalement à côté de la plaque, mais je me suis dit, est-ce que le Hezbollah n'accepte pas aussi ce cessez-le-feu pour pouvoir organiser les obsèques de son ancien chef? Ah non, c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'ils ont conclu un cessez-le-feu qu'ils se sentent libres de pouvoir organiser en public. Oui, enfin, parce que ça fait impossible de l'organiser tant que le cessez-le-feu. Voilà, c'est des sites. Alors, qu'ils ne craignent pas de frappe pendant les obsèques. Ils se disent Israël n'a aucun intérêt à rompre le cessez-le-feu, donc il n'y aura pas de frappe pendant les obsèques. De toute façon, ces obsèques dérogent absolument à toutes les règles de l'islam. Normalement, on est censé être enterré dans les 24 heures, 48 heures maximum après la mort ou la constatation de la mort, ou le fait d'avoir retrouvé le cadavre. Là, on est quasiment 2-3 mois après. Donc, oui, mais ce ne sera pas un acte religieux, ce sera un acte politique. Ce sera un acte politique public, un meeting d'une certaine manière, qui sera sous forme d'obsèques.
On verra qui s'y rendra, peut-être son successeur, mais en tout cas, ils se sentent suffisamment forts pour pouvoir l'organiser, c'est-à-dire pour pouvoir l'organiser sans craindre une réplique israélienne. Alors, on ouvre cette page plutôt diplomatique, on va dire, en se posant d'abord la question du rôle de la France. Mathieu, cet accord de cessez-le-feu, il s'est donc aussi fait grâce au concours de la diplomatie française. Oui, alors depuis des années, on se désolait, je l'ai fait moi-même sur ce plateau, donc je peux le dire, de la perte d'influence de la France sur la scène internationale en général, et puis même au Proche-Orient évidemment en particulier. On déplorait les positions changeantes du président de la République qui avaient abouti depuis un an, depuis les attaques terroristes du 7 octobre, à la fois à désorienter, voire à se fâcher avec des chancelleries arabes, puis ensuite à se brouiller avec le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. On raillait même les voyages aussi nombreux qu'infructueux de l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron au Liban, Jean-Yves Le Drian. Et puis soudain, hier soir, quand même, l'annonce d'un cessez-le-feu qui a signé d'une certaine façon, selon de nombreux observateurs et experts, le retour de la France sur le devant de la scène diplomatique. En tout cas, ça valait bien un message vidéo présidentiel. On écoute Emmanuel Macron. Je tenais à saluer l'accord de cessez-le-feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. Il constitue l'aboutissement d'efforts entrepris depuis de longs mois auprès des autorités israéliennes et libanaises, en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique et sous l'impulsion du président Joe Biden. Et donc, Mathieu, on se demande quel rôle a joué la France. Alors la France, Emmanuel Macron le dit, poussait un accord depuis de longs mois, depuis septembre en particulier, sans succès pour l'instant, mais elle est restée engagée jusqu'au bout dans les négociations aux côtés des Américains. Le gouvernement israélien n'en voulait pas. Benjamin Netanyahou cherchait même à évincer Paris de la table, furieux des prises de position d'Emmanuel Macron. On se souvient, on ne va pas toutes les citer, mais notamment même de la dernière position de la France après la décision d'émettre un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, avec la France qui dit on appliquera le droit international. Mais la France est restée dans le jeu, à la fois à la demande des Américains, pour ses contacts avec le Hezbollah et l'Iran notamment, et à la demande des Libanais, qui se méfiaient d'une certaine façon, en tout cas qui voulaient qu'il y ait un acteur qui ne soit pas jugé trop proche d'Israël, comme l'était Joe Biden. Alors évidemment, le ministre des Affaires étrangères s'en félicite, on l'a entendu dans le sujet d'ouverture de cette émission, c'est le fruit d'un travail d'arrache-pied mené depuis de longs mois, a-t-il dit. Et puis c'est surtout que ce n'est pas fini, parce qu'il y a un travail de respect et d'application de ce cessez-le-feu. Alors Paris et Washington ont dit qu'ils veilleraient à ce que ce cessez-le-feu soit respecté. Oui, mais comment ? On rappelle qu'il y a 700 soldats français parmi les casques bleus de l'ONU déployés au Liban. Et puis la France va aussi, selon Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, œuvrer à renforcer les forces armées libanaises. Alors comment ? Il a rappelé qu'à Paris, il y avait une conférence internationale le mois dernier qui avait quand même permis de collecter 200 millions d'euros pour l'armée libanaise et 800 millions d'euros pour l'aide humanitaire. Et c'est aussi plutôt une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, évidemment. Oui, oui, il faut le dire. Il est très affaibli sur la scène politique française, hexagonale. Le président français retrouve des couleurs à l'international, qui était un terrain de jeu où il avait enregistré quelques échecs aussi, il faut le dire. Vous vous souvenez de sa tentative de ramener à la raison Vladimir Poutine, qui s'était évidemment soldé avec le succès, enfin l'échec évidemment que l'on sait. Des échecs aussi, d'une certaine façon, dans sa politique africaine, avec les pays qui sont tombés, évidemment, on pense aux pays du Sahel, qui sont tombés en domino depuis 2 ans. Et puis même au Liban, cette volonté française de faire élire un président au Liban, martelé, répété, ça n'avait pas marché. Donc cette fois-ci, les efforts ont payé, à condition toutefois, on parlait que le cessez-le-feu tienne. Évidemment. Ce qui est fascinant, Anthony, c'est en fait, ce qui fonctionne, c'est ce qui a toujours existé. C'est-à-dire que c'est de la bonne vieille diplomatie à l'ancienne, et que je te parle en secret, que je te fais des échanges entre partisans. C'est pas du tout les initiatives du président ou ses premières idées ou intuitions qui réussissent. À chaque fois qu'il a une espèce d'impulsion, c'est un ratage complet, et à chaque fois qu'il laisse travailler les diplomates, ce qui d'ailleurs a été le cas là, et qu'il comprend que c'est dans des mois et des mois de discussion qu'on aborde l'Orient compliqué, eh bien ça marche. Oui, alors sur la CPI, on y reviendra parce qu'il y a eu une prise de position un peu plus récente de Jean-Noël Barrot qui est un peu plus floue, on va dire ça comme ça, donc on verra bien comment la France peut l'appliquer. C'est pas si flou, si vous me permettez. Oui. On respecte le statut de Rome qu'on a signé en 1998, donc théoriquement, si Benjamin Netanyahou venait en France, nous devions l'arrêter. Il se trouve que quand même, il y a une sorte de
pratique, opérative, diplomatique, qui fait d'un chef d'État et d'un chef de gouvernement qui lui donne une immunité. Donc, normalement, juridiquement, il n'y a pas d'immunité. Pas juridiquement, mais ça a été dit. Donc ça, c'est l'immunité à deux vitesses, quoi. C'est comme ça que c'est perçu par certains. Sans doute. Oui. Mais pour revenir à la question qui a été posée, je crois quand même qu'il faut quand même être très très vigilant. Bien sûr, il faut se féliciter que la France soit retournée dans le jeu. Voilà. Je pense quand même que c'est quand même une temporalité américaine avant d'être une temporalité française. Oui. Donc les Américains ont bien voulu que nous ayons une partie de la victoire à proclamer. Oui. Mais peut-être aussi parce que les Américains avaient un peu besoin de la France quand même. Ce sera sur la mise en place de l'accord. Je ne crois pas que les Américains cherchent à préserver l'influence de la France au Liban. Bien au contraire. Oui. Ils cherchent à l'affaiblir. Mais je crois que ce qui est important, c'est que le curseur est désormais mis sur une partie des conséquences en fait, de cet accord, c'est-à-dire la stabilité politique au Liban. Oui. Et là, je ne suis pas certain que ce soit une victoire diplomatique française, car, vous l'avez rappelé, depuis que le président Emmanuel Macron a promis, en août 2020, d'aider le Liban à recouvrer sa souveraineté économique, il était dans une grave crise économique suite à l'explosion sur le port de Beyrouth, tout cela a été conditionné par un retour de la normalité politique. Or, depuis 2022, il n'y a plus de président. Oui, voilà. Donc, c'est un échec de la diplomatie française de ne pas avoir su jouer au sein du Parlement. Ils ne sont pas très nombreux, hein. Ils sont 113 députés, un modus operandi. Donc de ce point de vue, les Américains étaient très clairs en disant notre candidat, c'est Joseph Aoun, le chef d'état-major donc, des forces armées, sauf que la France n'avait pas forcément choisi ce candidat précisément. Tiens, justement, écoutons là-dessus, sur cette nouvelle page, en quelque sorte, qui s'ouvre pour le Liban, le président du Parlement libanais, Nabi Berri. On l'écoute. Ce moment est un test pour tous les Libanais, en particulier pour les chiites, avant tout autre groupe. C'est un test pour tous les Libanais, quelle que soit leur appartenance religieuse. Il nous met au défi de déterminer comment sauver le Liban, le reconstruire et redonner vie à ses institutions constitutionnelles, la priorité absolue avant l'élection rapide d'un président de la République. Ce président ne doit pas être une figure de division, mais plutôt une personne qui unit et ne divise pas. Anne-Sophie Sebhan-Bekkache, est-ce qu'on peut parler d'une opportunité historique pour le Liban qui s'ouvre aujourd'hui ? Oui, je pense. Et pour revenir simplement sur le rôle de la France, je crois que c'est justement là-dessus et pour cela que la France a été inclue parmi les acteurs de ce cessez-le-feu, puisque dans les négociations, au départ, c'est vraiment les Américains, c'est vraiment Amos Hochstein qui, depuis des semaines, négocie, qui avait négocié l'accord maritime aussi, auquel, là d'ailleurs, la France avait été aussi un peu inclus sur le tard. Et là, si la France est incluse, c'est surtout pour la mise en place de cet accord de cessez-le-feu et sur le long terme, la mise en place avec les mécanismes qui ont été annoncés, qui vont venir en complément de la résolution 1701, avec aussi plus de contingents français au sein de la FINUL. La France s'est engagée à envoyer plus de soldats, parce qu'un des problèmes de la FINUL, c'est qu'il y avait quand même aussi de la corruption. On a vu des cas de corruption par le Hezbollah de soldats de la FINUL. Donc là, la France s'engage à envoyer plus de soldats français, ce qui est une très bonne chose, et sur le plan de la scène politique libanaise. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans son discours, le président de la République met l'accent là-dessus, en disant que c'est une opportunité historique pour le Liban de retrouver sa souveraineté, un État fort et stable. Et effectivement, la France a cet accès, même s'il n'y a pas eu beaucoup de succès jusque-là, mais a cet accès privilégié avec les différentes composantes de la scène politique libanaise. Et donc avec l'espoir que la France puisse jouer ce rôle de pousser à des élections pour un président, et rôle que les États-Unis ne pourraient pas jouer parce qu'ils n'ont pas ce rapport privilégié. Oui, je prolonge juste sur la FINUL avec vous. Dans son fonctionnement actuel, elle peut jouer un vrai rôle. Il faut revoir ce fonctionnement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je considère qu'il faudrait revoir le statut de la FINUL. Il faudrait revoir son mandat. Cet été, le mandat de la FINUL a été renouvelé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais à l'état identique de ce qui préexistait avant. Or, son mandat a été voté, c'est le même depuis 2006. Or, la situation a changé. Vous avez décrit l'arsenal militaire dont s'est doté le Hezbollah. Oui. Donc aujourd'hui, la FINUL avait un mandat essentiellement d'observation et de reporting. On a bien vu que ça ne suffisait pas. En fait, la 1701 n'a jamais été implémentée. Or, je pense qu'il faudrait que la FINUL ait un mandat de sécurisation concrète et de potentielle intervention, de vraie sécurisation de la zone. C'est une hypothèse, ça Ça ressemble beaucoup à ce dont Israël rêve, c'est-à-dire d'avoir une espèce de force supplétive à son sud qui vérifierait et qui en plus aurait les moyens de taper sur les infrastructures qu'elle trouverait. Ce ne sera jamais le cas de la FINUL.
Ce ne sera jamais le cas de la finule. Elle n'est pas faite pour ça. Il y a des dizaines il y a des Espagnols, des Italiens, des Indonésiens, des Malais qui sont... Et des Français. Et des Donc elle Français, ne sert bien à rien entendu. depuis 2006 concrètement. Et qui sont sur place pour faire de la vérification. Et c'est d'ailleurs ce qui, en plus, Oui, mais ce que dit Anne-Sophie Sebon-Bécache... Ah mais elle a raison de penser qu'il y a... Non, attendez. Il ne bouge pas une oreille. Quand Israël, par exemple, envahit le Sud-Liban, la première chose qu'elle critique et contre laquelle elle s'oppose, c'est justement la finule. Parce que la finule observe et, comment dire... Mais, non, oui, elle a un rôle d'observation, elle envoie des rapports qui ensuite font des résolutions de l'ONU et qui ensuite font des dénonciations à l'ONU. Tout ce qu'Israël déteste. Et en plus, avoir une force indépendante qui observe ce que l'un ou l'autre belligérant, d'ailleurs, parce qu'au fond, il y a toujours eu le même type d'observation, y compris contre le Hezbollah, eh bien, ça gêne en période de guerre. Donc en fait, mais allez, cela dit, vous avez raison de dire qu'il faudrait quand même on va revoir reparler du Liban. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'avenir du Liban, mais un mot de la casque bleue des Nations Unies. La finule est quand même en place depuis 1978. Oui. Donc il faut effectivement un peu réviser la capacité qu'elle a sous chapitre 7 d'intervenir ou pas. Ça, c'est un premier point. Mais vous avez raison, cher Anthony, Israël rêve que la finule ne soit plus là ou que son mandat lui soit favorable. Ben voilà. Mais en fait, elle l'a obtenu, puisqu'elle a elle-même fait ce que la résolution 1701 précisait, c'est-à-dire le démantèlement des infrastructures militaires du Hezbollah et le retour de l'armée libanaise au sud du fleuve Litani. Donc en gros, Benjamin Netanyahou peut dire « j'accepte que la finule soit en place, à condition que ça ne soit pas à mes dépens ». Et alors après, la vraie question, c'est est-ce que les forces armées libanaises ont la capacité de venir remplacer le Hezbollah? Bonne question, capitaine. Et est-ce qu'elle le veut? Alors les États-Unis, évidemment, vont la réarmer et vont sans doute demander à la France, comme on l'avait fait avec le financement de l'armée libanaise. Le président Macron a rappelé que nous avons eu notre part dans l'armement de l'armée libanaise, bien sûr, sauf qu'une partie de ces armements ensuite est allée au Hezbollah. Donc ça pose un vrai problème par rapport à la porosité, la corruption, disons, que vous évoquez. Mais je suis beaucoup plus modeste sur le rôle de la finule. Je ne suis pas certain que pour l'instant, personne n'ait envie de changer son mandat. Alors l'avenir du Liban avec un Hezbollah affaibli. Écoutons le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Lorsque les détails de l'accord seront clarifiés pour le public et qu'une mise en œuvre efficace sera mise en place, avec Israël au centre, le calme et la dissuasion pourront être atteints et il sera possible de dire que l'objectif a été atteint. Anne-Sophie Sebon-Bécache, est-ce que ça arrange finalement beaucoup de monde que Israël est au Liban, que Israël ait à ce point affaibli le Hezbollah? Pour les opposants farouches au Hezbollah au Liban, oui, évidemment. Et d'ailleurs, on a vu depuis le début de la guerre des langues se délier au Liban, dans la communauté chrétienne, mais pas que, puisqu'il y a aussi des voix qui s'élèvent dans la communauté chiite. Et la crainte, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un sentiment mélangé. C'est-à-dire, c'est évidemment un soulagement sur le plan sécuritaire et pour les populations civiles qui vont pouvoir revenir au sud, mais il y a aussi une angoisse de la part de certains opposants qui ont été beaucoup plus vocaux dans leur discours contre le Hezbollah. Le Hezbollah leur a promis des représailles. Et effectivement, on voit l'organisation des funérailles, etc. Ce qui reste aujourd'hui au Hezbollah, c'est son rôle politique. Et donc la crainte d'attentats, d'assassinats ciblés, politiques, c'est ça, le risque. Vous avez tout à fait raison. D'abord, par exemple, ces chiites ou ces leaders, même chrétiens, qui ont pris fait et cause contre le Hezbollah, vivent en ce moment totalement protégés. Certains se sont échappés. De Beyrouth et vivent dans leur ville natale ou dans leur village, au moins ils sont à peu près protégés. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant au Liban? Puisqu'on dit qu'il y a peut-être une opportunité. Qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, moi je pense que le Liban n'est pas sorti de son rôle de paillasson du Moyen-Orient. C'est-à-dire que grosso modo, tout le monde s'essuie les pieds sur le Liban, de l'Arabie Saoudite du côté des sunnites, de l'Iran du côté des chiites, des chrétiens avec la France, sans parler de la Syrie qui voudrait bien intervenir. Donc si vous voulez, tant que le Liban continuera de servir d'une certaine manière de guerre par association ou par capillarité à tout le Moyen-Orient, on ne s'en sortira pas. Maintenant, vous avez montré tout à l'heure Naguib Berri. Naguib Berri, c'est très intéressant parce qu'il ne fait pas partie du Hezbollah. Il est chiite, il appartient à un vieux parti historique libanais qui s'appelle le parti Amal, et qui a été totalement marginalisé par le Hezbollah, mais il reste une structure et des intellectuels pour le penser. Donc il y a une autre vie politique, y compris en dehors du Hezbollah. Du Parlement. Il est président du Parlement. Il faut peut-être réexpliquer, Emmanuel Dupuis, cette organisation du pays, quoi. Parce que déjà c'est assez étonnant vu d'ici, même si c'est pas nouveau.
nouveau. Alors, sans remonter à 1943, Voilà. puisque c'est effectivement nous qui avons triangulé un peu le leadership politique, l'accord de Taïf précise que le président de la République est un chrétien maronite, que le président de l'Assemblée, Nabi Berri, est un chiite du parti Amal, qui représente 14 députés, et que le Premier ministre est un sunnite. Voilà. Najib Mikati, qui est Premier ministre par intérim, en tout cas, qui a continué son mandat. Alors après, moi j'entends ce qu'a dit le président du Parlement, vous avez bien compris. Ce qui le préoccupe davantage que l'élection d'un président, c'est le respect de la représentativité des trois communautés. Et donc ça, c'est un élément important. La vraie question... Donc retrouver cet équilibre. La vraie question, c'est est-ce que le Hezbollah a encore prise sur la communauté chiite? Est-ce que les responsables politiques vont écouter ce que le Hezbollah va préconiser pour l'élection d'un président? Car évidemment, les chiites représentant un tiers de la population libanaise auront leur mot à dire sur l'acceptation d'un président qui ne peut être que maronite. Et ça, il y a sans doute une petite différence entre les Américains et les Français. Car les Français ont toujours reconnu le Hezbollah comme une autorité politico-militaire. Souvenons-nous-en avec Emmanuel Macron, qui s'en était pris un de vos collègues, qui critiquait le fait qu'il reconnaissait un rôle politique, le président Macron ayant discuté avec le chef de la minorité chiite au Parlement, proche du Hezbollah, et les Américains considérant que le Hezbollah est une organisation terroriste et donc voulant dés-hezbolliser le Liban. Il y a peut-être là un petit hiatus qui peut exister entre les deux administrations. Allez, j'essaye d'ouvrir une fenêtre un tout petit peu optimiste, même si, bon, j'y crois pas trop. Mais est-ce que ce... Ben voilà, c'est pour ça. Est-ce que ce cessez-le-feu, je commence avec vous, Anne-Sophie Sebhan-Beccache, est-ce que ce cessez-le-feu peut ouvrir la voie à un autre cessez-le-feu, et on pense tous à Gaza? Oui, c'est ce qu'on espère tous. D'ailleurs, le président Biden en a parlé en ces termes, en disant que ce cessez-le-feu doit être une première étape vers déjà une cessation totale des hostilités au Liban, et puis un autre cessez-le-feu à Gaza. Et comme l'a dit le Premier ministre Netanyahou, ce qui risque de se passer, c'est que déjà la pression va être beaucoup plus forte sur le Hamas, maintenant que ça s'est mis en pause au Liban. Est-ce que ça pourra permettre... Ça fait 14 mois de ça dure pour une éradication qui on l'a tous dit ici, est impossible. Donc... Franchement, je pense qu'avant que l'administration Trump arrive... rien ne se passera. Je ne pense pas que quelque chose se passera, mais en tout cas... Gaza. À Gaza, oui. Mais ça, en tout cas, oui, ce qui se passe aujourd'hui ouvre une perspective dont on espère qu'elle sera... Allez, même question, votre avis à l'un et à l'autre. Écoutez, moi, je pense que, en fait, ce qui est fascinant, c'est que le terme de l'équation s'est retourné. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains essayaient d'obtenir depuis le début une trêve à Gaza pour obtenir une trêve au Liban. Et puis, ils se sont rendus aux arguments un peu des uns et des autres. C'est-à-dire qu'une trêve à Gaza n'est pas possible tout de suite, en tout cas pas comme ça. Et que en obtenant une trêve au Liban, on obtenait le miracle de l'isolement total du Hamas à Gaza. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Hamas aujourd'hui demande désespérément, presque à Israël, d'ouvrir des négociations pour une nouvelle. Donc, j'ai un peu évolué sur la situation. Je pensais que Benjamin Netanyahou donnait une espèce de jouet à mordre aux Américains et aux Occidentaux et à tous ceux qui souhaitent la paix en donnant une paix au Liban pour mieux se concentrer sur sa guerre. La seule chose qui l'intéresse, c'est la Cisjordanie et Gaza. Et à moyen terme, l'Iran. Je pense maintenant qu'il a quand même intérêt à reposer la population israélienne qui est quand même traumatisée aussi par 13-14 mois de guerre. Encore une fois, je le rappelle, jamais une guerre israélienne n'a duré aussi longtemps. Jamais. Ça se résolvait en 2 mois, 1 mois. Et là, ça fait 13 mois que la société israélienne est sous tension économique, sous tension politique. Ça fait des mois qu'ils envoient des réservistes. Donc je pense qu'il y a peut-être une chance d'obtenir aussi une paix à Gaza, tout simplement parce que les héros sont fatigués. Votre avis, parce que là Anthony nous dit le Hamas espère désespérément que Israël ouvre cette... il veut sauver ce qui reste encore à sauver. Donc ça dépend d'Israël, uniquement d'Israël. Ça dépend uniquement d'Israël et ça dépend de la future administration américaine, qui est sans doute l'administration la plus hostile à l'État palestinien depuis de nombreuses décennies. Il suffit d'écouter le futur ambassadeur Mike Huckabee parler de la question. Pour lui, la Cisjordanie n'existait pas. Et donc c'est la Judée et la Samarie. La colonisation étant un fait quasi anecdotique. Il faut aussi avoir à l'esprit que les autorités palestiniennes officielles, quoique il n'y a pas eu d'élection non plus en Palestine depuis 2005, donc le Fatah est aussi délégitimé, voire d'un très bon œil, pour faire le parallèle avec le Hezbollah, que le Hamas disparaisse.
car ça leur donne une légitimité Comme nouvelle, tous les acteurs régionaux, d'ailleurs. comme tous les acteurs régionaux, qui d'une certaine façon s'inscrivent aussi dans ce nouveau Moyen-Orient, où le Hezbollah et le Hamas n'étant plus là à soutenir. Quand Netanyahou dit on est en train de changer, pardon de vous interrompre, quand Netanyahou dit on est en train de changer l'image du Moyen-Orient, on l'a entendu tout à l'heure dans Il le appelle un nouveau Moyen-Orient. C'est en cours. En tout cas, ça a été commencé en 2020, et le grand dessein du président Trump, du futur président Trump, et de son gendre, Jared Kushner, et de Avi Berkowitz, celui qui remplacerait Brett McGurk, on ne va pas faire du name dropping, mais celui qui va porter la politique moyen-orientale, ont toujours dit en 2020, on n'a pas terminé. Les accords d'Abrahams, pour l'instant, vont aller vers le gros morceau, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, oui. Et c'est sans doute là où on verra si, oui ou non, l'Arabie Saoudite va mettre la pression pour reconstruire la Palestine. Juste Allez, 30 secondes de il ne faut jamais oublier que le rêve de Donald Trump, c'est d'obtenir le prix Nobel de la paix. Mais je me plaisante absolument pas. C'est vrai. Il en rêve, il en a parlé plusieurs fois. On vient quasiment de le lui proposer par le biais donc il va tout faire. Il pensait l'avoir obtenu, si vous voulez, en rencontrant Kim Jong-un et en signant les accords d'Abrahams. Boum, c'est raté. Eh bien, il va tout faire pour essayer de l'obtenir cette fois-ci, y compris en signant n'importe quoi. Cette phrase est surréaliste, mais je vous fais Elle confiance. est surréaliste. Mais bon, et donc on verra bien. Peut-être Elle que est les faits totalement nous donneront surréaliste. raison. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant, de nous avoir éclairé sur la situation complexe au Liban en ce moment.